Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion. Qu'est-ce qu'Oser la reconversion ? C'est le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode avant les vacances de Noël. Je vous retrouverai ensuite le 11 janvier 2021 avec un nouvel invité. Avant de vous laisser avec Laurane Favre, la fondatrice des Couronnes de Victoire, l'invitée du jour, quelques mots sur ma formation pour créer sa boutique en ligne en une après-midi. Cette formation est 100% débutante. Même si vous êtes nul en informatique, vous allez pouvoir créer votre site en une après-midi seulement. Si vous souhaitez vous lancer et oser avec moi, je vous donne rendez-vous sur www.clairvirose.podia.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. La formation est satisfaite ou remboursée, alors aucun risque à part celui de réussir. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Laurane Favre, fondatrice des Couronnes de Victoire. Une marque très poétique de couronnes de fleurs et accessoires fleuris créée à la main à Paris. Et plus récemment, de la marque Victoire Studio Paris, une marque de bijoux fleuris. Les Couronnes de Victoire est aujourd'hui vendues au Bon Marché, Galeries Lafayette, dans toute l'Europe, aux États-Unis et au Japon. Après des études à Sciences Po, Laurane suit les traces de son frère et décide de devenir avocate comme lui. Elle se spécialise dans le droit de la presse et la défense des journalistes dans les cas de diffamation politique. Après 4 ans, elle s'ennuie, ne trouve plus de temps pour faire les choses qui la rendent heureuse, ses créations fleurissent. Elle a l'impression d'étouffer et ne se projette pas dans les femmes plus âgées de la profession. C'est suite aux remarques de ses proches qui la trouvent éteinte qu'elle décide de démissionner sans avoir de projet vraiment fixé. Elle retrouve alors du temps pour créer à nouveau des couronnes fleuries, d'abord pour elle et ses proches, puis décide d'en faire son métier. Les Couronnes de Victoire naissent alors et sont en vente après seulement quelques mois au Bon Marché et aux Galeries Lafayette. 4 ans plus tard, la marque est aujourd'hui distribuée dans toute l'Europe, aux États-Unis et au Japon. Alors avec Laurane, on a discuté du milieu conservateur des avocats, du manque d'équilibre vie pro-vie perso, des bizutages par les femmes plus âgées de la profession, de fleurs, de comment financer sa reconversion quand on n'a pas le chômage, comment créer une marque à partir de rien et la vendre à travers le monde, et surtout de poésie. Je suis une grande fan de la marque Les Couronnes de Victoire et de l'univers très romantique que j'ai découvert il y a maintenant 3 ans sur Instagram via l'influenceuse Lily Love Fashion. J'étais ravie de pouvoir mettre enfin un visage derrière la marque qui me fait rêver et vous l'aurez compris, on a beaucoup de points communs avec Laurane. Une réussite qui me fait rêver. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Laurane. Bonjour Laurane, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Claire, merci, c'est avec plaisir que je participe à ton podcast aujourd'hui. Oui, j'adore ta marque et en plus on a pas mal de similitudes par rapport à ta première carrière. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors moi du coup je suis la fondatrice des Couronnes de Victoire et aujourd'hui au sein de la société j'exerce plutôt le poste de créatrice et je continue à m'occuper de toute la partie production, marketing, digital et communication. Et alors, ça n'a rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, alors comme tu le disais, on a des similitudes parce que comme toi, moi j'étais avocate avant. J'ai tout quitté pour monter ma marque. Donc c'est un parcours de reconversion totale, un gros virage après mes études de droit. Moi j'ai fait Sciences Po avec une spécialité droit et ensuite j'avais envie de devenir avocate. Je pense que c'était un peu une émulation collective dans ma promo et puis c'est un métier qui me paraissait sympa. Donc voilà, j'ai eu envie de me lancer là-dedans. Donc j'ai passé l'école du barreau, j'ai été à la fac de droit en plus de Sciences Po et je suis devenue avocate et j'y suis restée 4 ans et demi avant de me dire que ça ne me convenait plus pour plein de raisons que je t'expliquerai et de lancer les Couronnes de Victoire. Et alors, pourquoi Sciences Po à la base ? C'était pour faire quoi ? Alors, en fait, moi, j'avais envie d'un truc hyper généraliste parce que justement, après le bac, je savais pas ce que je voulais faire. La fac, ça me semblait trop sectorisé. Déjà, je savais pas que je voulais faire du droit, je savais pas si je voulais faire de la com. Donc, Sciences Po, c'était une super opportunité de pouvoir découvrir plein de sujets différents, d'avoir une formation un peu généraliste et après de pouvoir choisir une voie. Et puis, je m'étais dit, avec Sciences Po, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, c'était pour moi une super opportunité. Et pour le coup, je regrette pas du tout ce choix parce que je pense que ça me sert encore aujourd'hui, tout ce que j'ai appris à Sciences Po pendant 5 ans.
Et après, le droit, tu dis que c'était une émulation collective. Et par rapport à tes parents, est-ce que c'était des attentes de tes parents ou il y a eu un impact sur ce choix? Oui, ah ben, en fait, mon grand frère est avocat, donc je pense que ça a joué parce que forcément, il m'emmenait à ses audiences. C'est mon grand frère, on a pas mal d'écart d'âge, donc je le voyais un petit peu comme mon modèle, donc ça a joué. Après, on n'a pas d'autres avocats dans la famille, c'était vraiment le premier. Mais ce qui était important pour mes parents, c'est qu'on fasse des études et que on a un métier un peu pour eux qui est qualifié de prestigieux, donc c'est vrai qu'il y avait une certaine attente. Après c'est pas eux qui m'ont dit sois avocate, c'était vraiment mon choix à l'époque de faire du droit. C'est à Sciences Po que j'ai commencé à faire du droit, à me dire en fait c'est une matière que j'aime bien, et puis de voir mon frère en audience, tout ça, ça m'a donné envie. J'avais une vision en tout cas du métier d'avocate à 20 ans qui était hyper enthousiasmante. Et après, c'était quoi ta spécialité comme avocate? Tu peux nous en parler un peu plus? Ouais. Alors en fait, moi j'avais une formation de droit des affaires, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'avais fait des stages dans des gros cabinets de droit des affaires anglo-saxons et ça m'a fait horreur. Je me suis dit surtout pas. Et du coup, j'ai fait du droit de la presse. Après, en fait, j'ai fait tous mes stages d'école d'avocat en droit de la presse avec dans un petit cabinet français de niche qui est vraiment spécialisé là-dedans. Et du coup, j'étais spécialisée dans les affaires de diffamation et de vie privée, mais surtout de la diffamation politique, et je défendais les journalistes. Donc c'était un sujet intéressant parce que ça a rappelé à la fois un peu le background politique, relations internationales que j'avais pu avoir à Sciences Po, et en même temps le droit un peu technique du droit de la presse, parce que c'est un droit très très technique, très niche, mais du coup voilà, c'était une spécialité assez particulière. Et ça te plaisait? Ça m'a beaucoup plu au début parce que côtoyer le milieu des journalistes, c'est hyper sympa. Pour le coup, il y avait plein d'histoires d'enquêtes sérieuses, enfin voilà, plein de rencontres avec des gens dont c'est la passion de découvrir la vérité, qui écrivent. Donc ça, c'était passionnant. C'était vraiment le côté que j'aimais beaucoup. Après, je trouve qu'au bout d'un moment, parce que c'était niche et aussi c'est ce que je pense du droit, c'est un peu rébarbatif. J'avais un peu l'impression de tourner en rond. Donc c'est ce qui a fait aussi que j'ai commencé à me poser des questions. Mais au début, je vais dire pendant 2 ans, j'étais hyper épanouie dans mon métier d'avocat, et c'est vraiment petit à petit que je me suis dit que j'allais pas pouvoir faire ça pendant 40 ans, quoi. Tu t'ennuyais un peu, du coup, c'est quoi qui... Ouais, alors il y avait deux choses. Il y avait déjà j'avais l'impression de tourner un peu en rond. Quotidiennement dans mon travail, c'était un peu tout le temps les mêmes types d'arguments, c'était tout le temps le même boulot, je devais faire mes conclusions, je devais aller en audience et il n'y avait pas voilà une grande variété dans mes journées en fait. Ça me posait un problème. J'avais envie de me lever le matin et de me dire que ma journée allait être vraiment différente de celle de la veille, et c'était pas le cas. Et petit à petit, je pense que j'ai un peu été lassée du milieu aussi. Je trouve que c'est un milieu qui est hyper difficile, le milieu des avocats, qui est pas trop porté sur la créativité. Je pense que c'est pas du tout quelque chose qu'on essaie de développer et puis qu'on n'a pas le temps de développer. En plus, c'est quand même un métier qui est très très prenant. Donc quand on a un esprit un peu créatif, c'est vrai que c'est assez vite cloisonnant et frustrant en fait, je trouve, comme profession. Et c'est une profession dans laquelle on peut pas se donner à 50%. Voilà, c'est un métier où on a investi à fond, donc soit on adore, soit c'est pas le cas. Et petit à petit, je pense que ça joue beaucoup sur la motivation. Oui, bah moi j'ai eu exactement la même expérience que toi. Ouais. Et c'est vrai que c'est frustrant parce que bah, on a envie de faire plein de choses et puis en fait on n'a pas le temps, donc c'est difficile de trouver. Mm. En fait, on n'a pas d'équilibre, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'équilibre entre la vie perso et la vie privée. Et pour le coup, je pense que ça convient à beaucoup d'avocats, hein. Il y a plein de gens qui sont vraiment à fond dans leur métier, ils sont passionnés, et c'est toute leur vie. Mais si c'est pas le cas, du coup, c'est tout de suite très problématique, je trouve. T'as eu un déclic qui t'a fait te dire c'est pas pour moi, un événement? Il n'y avait pas d'événement en particulier dans le cabinet, en tout cas, parce que c'est vraiment, je pense, petit à petit, ça s'est un peu érodé. Et puis, chaque jour un peu plus, je me disais, oh là là, j'ai pas envie d'avoir cette vie-là. Mais le déclic, ça a plus été mes proches, mon compagnon, ma meilleure amie, ma sœur, qui me dit, mais en fait, tu peux pas te lever le matin à 28 ans et être triste, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas toi. Et en plus,
c'est pas possible de dire que ça va être ça toute ta vie. Donc, réveille-toi. Enfin, nous, on veut plus te voir comme ça. Et c'est vrai que je pense que c'était un truc qui s'était un peu instauré où je m'étais un peu endormie et je voyais bien que ça allait pas, mais en même temps, je savais pas trop comment sauter le pas. Mais c'est eux qui m'ont vraiment mis face à ça. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est horrible de se lever à 28 ans le matin et de pas avoir envie d'aller bosser, surtout après avoir fait des grandes études, beaucoup de sacrifices, parce que c'était des études quand même assez difficiles. Passer le barreau, c'était un gros investissement. C'était voilà des sacrifices qu'on fait quand on est jeune et de se dire qu'on a fait tout ça pour finalement un métier qui nous plaît pas, c'est un peu dur. Et je me projetais pas du tout sur les avocates notamment que j'ai côtoyées pour parler des femmes dans la profession. Voilà, je me voyais pas dans leur vie 20 ans après. Enfin, ça me correspondait pas. Donc voilà, les deux combinés, ça a fait un petit déclic. Oui, c'est vrai que les femmes, en plus, je sais pas si toi c'était la même chose, mais moi, c'était un peu des femmes qui avaient sacrifié leur vie de famille. Ouais, Et du coup, en fait, elles étaient très, très dures avec les collaboratrices qui, elles, voulaient s'occuper de leur famille, parce qu'il y avait un petit côté, bah, moi, j'ai sacrifié ma vie de famille, donc toi, si tu veux ouais. progresser, tu vas devoir aussi le faire. Donc, c'était presque pire, en fait. Je sais pas si toi, c'était la même chose Mm. Bah ouais, en fait, enfin, je trouve que c'est soit des profils de gens qui sont un peu désillusionnés par la profession et qui du coup ont accepté cette condition, mais qui en fait sont pas très heureux, mais ils sont contentes parce que c'est comme ça, et il y a quand même une bonne paye, et il y a un prestige et on est dedans depuis 20 ans et du coup bah on se pose plus trop la question. Soit justement des gens qui étaient devenus hyper durs parce que tu dis qui ont un peu été, je pense, martyrisés pendant leurs premières années de collaboration, qui ont fait beaucoup de sacrifices et pour qui, du coup, c'est normal de faire des sacrifices, sinon c'est pas possible d'intégrer le petit cercle privé des femmes avocates d'un certain âge. Et du coup, il y a un peu un cercle vicieux, je trouve, dans cette profession où les femmes qui souffrent beaucoup en début de carrière et qui passent à travers les mailles du filet, finalement, sont pas très tendres à l'égard des jeunes collaboratrices. Oui, en plus, je sais pas si tu as cette sensation, mais je trouve qu'au final, bah, comme en fait tous les gens qui sont un peu ouverts d'esprit créatif, voilà, enfin, qui ont d'autres centres d'intérêt, qui sont peut-être plus sociables, bah, tous ces gens-là, en fait, pour tout ce qu'on vient de dire, partent. Ouais. Donc en fait, il reste que les gens et donc c'est un cercle vicieux parce qu'au final, j'ai l'impression que ça pourrait jamais se renouveler parce que tous les gens qui sont un Ouais. peu ouverts d'esprit ne les supportent pas. Non, mais oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait, ça paraît d'une profession de l'extérieur très ouverte. Et c'est vrai que souvent, c'est des gens très cultivés, qui sont ouverts à plein de choses. Mais en réalité, c'est tout le temps les mêmes. C'est un peu tout le temps les mêmes centres d'intérêt. Enfin, voilà, il va y avoir la culture littéraire qu'il faut avoir quand on est avocat, l'expression théâtrale, la manière d'argumenter. C'est des petites zones de créativité, mais en réalité, c'est hyper cloisonné. Et dès qu'on sort du cadre, voilà, typiquement les couronnes de fleurs, ça rentre pas dans le cadre et ça marche pas du tout. Et du coup, ouais, c'est l'incompréhension totale, je trouve. Et alors, en parlant des couronnes de fleurs, ça te vient d'où? Comment t'étais enfant? T'as toujours été créative? Ouais, pour le coup, moi, c'est vrai quand tu m'as demandé pourquoi j'avais fait Sciences Po, c'était un choix un peu de prestige. Je m'étais dit, bah voilà, c'est génial, ça fait plaisir à mes parents, j'aurai un diplôme de Sciences Po. Je peux pas refuser cette opportunité. Mais pour le coup, moi, j'avais vraiment envie de faire du stylisme, des écoles d'art. C'était ça qui me faisait rêver en fait. Et je l'ai pas fait et je le regrette pas aujourd'hui parce que je suis super contente d'avoir eu un diplôme de Sciences Po et j'ai rencontré des personnes géniales qui font partie de mon réseau aujourd'hui. Donc c'est super. Mais c'était quelque chose que je faisais voilà tout le temps quand j'étais enfant, la création. Et c'est ça que j'aurais dû faire depuis le début en fait. Par un chemin voilà un peu sinueux, j'ai fini par y arriver. Et donc, du coup, tu faisais déjà enfant des couronnes avec les fleurs. Comment ça t'est venu? Ouais, bah, j'aimais beaucoup ça, mais pourtant enfin, pour le coup, personne m'a appris, ma mère ne sait pas du tout faire une couronne de fleurs, ni ma sœur, enfin, personne ne sait faire ça dans la famille. Mais, c'est quelque chose que j'aimais bien, manipuler. Bah, j'ai toujours été assez créative, et ça, pour le coup, dans la famille, on a pas mal de gens qui peignent, qui font de la musique ou voilà, donc je pense qu'il y avait un terrain un peu créatif, mais les fleurs, c'était vraiment mon truc, j'adorais aller cueillir des fleurs et me faire des petits accessoires avec, ou faire
des barrettes de fleurs à mes poupées. Enfin, c'était vraiment les fleurs qui me passionnaient depuis toute petite. Et alors ça, c'est quelque chose que tu as toujours continué, même quand tu étais avocate, ou ça s'est revenu? Comment ça s'est passé? Ouais, alors pour le coup, comme on disait, c'est un métier hyper prenant et je trouve que quand on est jeune, quand on arrive dans la profession, on a encore l'impression d'avoir le temps de faire ses petits hobbies et de pouvoir être avocat à côté. Et malheureusement, petit à petit, ça devient de moins en moins possible. Donc, c'est vrai qu'avant de quitter la profession, j'ai l'impression que depuis quelques années, j'avais même plus le temps de me consacrer à mes passions, donc je le faisais même plus. Et du coup, je pense que ça a aussi joué avec ma volonté de quitter la profession, c'est que j'avais l'impression d'étouffer parce que je pouvais plus faire des choses qui me rendaient vraiment heureuse, et notamment voilà, faire mes petits accessoires fleuris, aller au marché chercher des fleurs et créer avec. Et du coup, ça, je le faisais plus du tout à la fin. Et comment t'es passé de tes proches te disent voilà, ça ne va plus, on te reconnaît plus. Toi, de ce que tu dis, tu avais l'air un peu résignée en fait. Mm. Comment après tu t'es dit bon bah il faut que je parte et qu'il faut que je crée les couronnes de victoire. Comment ça s'est passé? Bah, en fait, ça s'est fait un peu à l'envers parce que je pense qu'il y a pas mal de gens quand ils optent pour une reconversion, ils se disent OK, bah, je construis mon projet par exemple pendant 6 mois et c'est un peu mon side project pendant mon travail. Et quand je suis bien sûre de mon projet, je vais quitter la profession et je vais me lancer dans mon projet. Moi, ça s'est un peu fait à l'envers en fait. C'est plus j'ai eu ce déclic de OK, ma créativité elle est plus du tout exprimée et en fait ça me rend malheureuse et je veux pas de cette vie-là. Donc je suis partie. Enfin, j'ai vraiment donné ma démission comme ça. Je me souviens que j'ai donné le 5 janvier au retour des fêtes et mon boss était un peu abasourdi. Il l'avait pas senti venir. Et un mois après, j'étais dehors et j'avais pas encore le projet professionnel de lancer les couronnes de victoire, mais je savais que je voulais refaire des choses qui me faisaient plaisir et que je voulais me consacrer à cette partie créative et en faire quelque chose. Et c'est en le faisant et avec du coup les bons conseils aussi de mon entourage qui m'ont dit mais c'est toi depuis toujours en fait, donc si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais, que je me suis dit bah en fait oui ça peut être vraiment ça mon projet concrètement et c'est pas forcément un à côté, un side project, ça peut devenir ma vie de faire ça tout le temps. Du coup, tu penses que tu as fait un peu un burn-out pour arrêter comme ça du jour au lendemain? Je pense pas parce que je me sentais pas fatiguée en fait justement, je me sentais pleine d'énergie mais j'avais l'impression que j'étais bridée dans mon quotidien et j'ai pas eu physiquement en tout cas besoin de me reposer en partant, mais par contre c'est vrai que psychologiquement je pense que j'avais un peu un trop-plein du métier d'avocat et j'avais envie de faire toute autre chose. Et donc, quand je suis partie, oui, j'ai fait un peu un rejet du droit. J'ai fait des couronnes de fleurs tous les jours pour gagner un petit peu d'argent parce que du coup, on n'en a pas parlé, mais c'est profession libérale, ça veut dire zéro chômage en sortant. Donc, c'est un peu la précarité quand même pour ceux qui sont en profession libérale et qui se reconvertissent. Du coup, bah voilà, je mettais mon appart sur Airbnb, j'étais animatrice de team building à mes heures perdues. Enfin, j'ai fait plein de petits trucs pour joindre les deux bouts et pour pouvoir vivre cette période de manière hyper sereine financièrement. Mais du coup, j'avais voilà, plus du tout envie d'entendre parler du droit et j'ai fait un peu un rejet. Donc, en ça, je sais pas si on peut parler de burn-out, mais en tout cas, je pouvais plus voir le droit et je pouvais plus ouvrir un code. Enfin, juste après ma démission, quoi, ça c'est sûr. Et quel conseil tu donnerais justement pour se trouver un peu des petits boulots quand on est libéral justement et qu'on n'a pas de chômage? Comment tu as trouvé par exemple ton team building, tout ça? Voilà, moi, c'était vraiment mon entourage. J'avais une copine qui faisait ça, qui m'a dit ah, mais attends, ils ont besoin de gens en plus, c'est libre, tu fais ça quand tu veux, tu donnes tes horaires, je te présente. Et du coup, je suis rentrée comme ça là-dedans. Après Airbnb, voilà, je m'étais inscrite, je faisais plein de Airbnb avec mon appartement. Je pense qu'il y a plein de manières de trouver des petites choses comme ça pour rebondir. Mais moi, c'était vraiment mon entourage en parlant. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de solutions. J'ai une copine qui est partie de la profession d'avocate aussi. Elle a fait des petits boulots de prof pour des élèves au début de la fac de droit. Enfin, voilà, trouver des petits boulots comme ça. Donc, je pense qu'il y a plein de choses. On n'y pense pas en fait parce qu'on se pose jamais la question, mais il y a plein de façons de rebondir et de passer cette période un peu de doute avant de reconstruire un projet professionnel. Pour trouver des moyens et des leviers financiers, c'est sûr. Et comment a réagi ton entourage quand t'as démissionné?
Mon entourage très proche, ceux qui m'avaient poussée du coup dans la direction de, de donner ma démission, ils étaient hyper contents pour moi et à la fois quand même un peu dans le doute et un peu dans l'angoisse pour moi de se dire mais qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Parce que j'avais pas un projet avec un business plan où je savais que dans 6 mois j'allais faire ça et j'allais faire ça. Donc c'était un peu angoissant, mais ils ont eu la, la gentillesse de pas trop me communiquer cette angoisse à ce moment-là. Par contre, évidemment, voilà, pour les parents, c'est toujours un peu difficile de se dire que son enfant a fait 8 ans d'études et un concours très difficile pour finalement tout quitter. Donc, je pense qu'ils ont mis un peu de temps à se dire que finalement, c'est comme ça que j'étais heureuse. Mais c'est plus, c'était pas tant vraiment un rejet de tu peux pas quitter cette carrière. C'était plus, est-ce qu'elle va être plus heureuse après? Et est-ce qu'elle est pas en train de faire une grosse bêtise, de tout quitter comme ça sur un coup de tête? Je pense qu'il y a une génération à qui ça fait très peur. De plus en plus, maintenant, on est habitué un peu à ces revirements de carrière et ça fait moins peur, je pense, mais c'était pas, voilà, il y a 30 ans, 40 ans, c'était un peu du jamais vu. Donc, voilà, il y a eu cette petite période de transition, mais après, très vite, j'ai trouvé mes marques et mes proches ont bien vu que j'allais dans une direction et que je savais exactement où j'allais. Donc ça s'est plutôt bien passé avec mon entourage. Et quel conseil tu donnerais justement pour faire face aux critiques, inquiétudes, jugements de l'entourage? Je pense que il faut savoir pourquoi on l'a fait. Moi, je savais que mon bonheur, il passait par là et j'avais besoin de faire ça pour être heureuse. Donc, si on est confortable avec cette idée, que c'est pas effectivement quelque chose qu'on nous a forcé à faire, que c'est vraiment un choix personnel et qu'on sait pourquoi on le fait, je pense qu'il faut juste être droit dans ses baskets, se blinder, en fait, écouter sans écouter, parce que les gens finalement ils sont pas malveillants, sauf certaines personnes, par exemple, bon, je te parlerai après des réactions dans le milieu des avocats que j'ai eues, ça c'est autre chose, mais les proches sont bienveillants, c'est vraiment plus de l'inquiétude, c'est pas, donc faut pas le prendre comme une critique, c'est plus parfois de la maladresse, mais je pense que si on est sûr de soi et qu'on, en tout cas pas forcément dans un projet, mais qu'on est sûr que c'est la clé du bonheur pour nous, les proches y suivent, donc il faut juste attendre que les proches s'habituent à l'idée, je pense, et être un peu patient, quoi. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup en fait de jugements critiques parce que beaucoup ont envie de sauter le pas Mm. et s'empêchent de le faire. Et du coup, quand toi tu le fais, les gens ils essayent de se rationaliser et de justifier pourquoi eux ne le font pas. Donc Mm. en fait, ils vont te dire, mais t'es folle de faire ça, il y a ça qui va pas parce que eux se le disent à eux-mêmes, tu vois. Ouais. C'est le truc où je sais que moi, ça m'a fait du bien de me dire ça. Je me suis dit, en fait, c'est pas par rapport à toi, c'est juste des projections de eux, Oui. leur. C'est vraiment exactement ça, avec un peu de maladresse, mais c'est eux je pense, qui se bloquent et qui du coup renvoient toutes leurs peurs, que ce soit financière ou oui, mais j'ai fait beaucoup d'études, est-ce que tu es sûre que ton diplôme, t'as envie de le lâcher comme ça? Et après, c'est marrant parce que dans mon cabinet, justement, j'avais eu les deux réactions, un peu typiquement par rapport à ce que tu dis. Il y avait l'avocate qui m'avait dit oh là là, mais en fait, tu as fait ce que je voudrais avoir toujours fait, mais je l'ai jamais fait. Et maintenant, c'est trop tard, j'ai un crédit et j'ai des enfants et je le ferai pas. Mais bravo. Donc, elle était super gentille. Et pour le coup, elle avait justement la présence d'esprit de se dire, OK, moi, j'ai mes barrières et je sais pourquoi je saute pas le pas. Mais en même temps, je trouve ça super que quelqu'un le fasse et je vais pas lui renvoyer, mais t'es sûr que tu vas payer tes fins de mois, etc. Et il y avait une autre avocate qui m'avait dit, oh là là, mais si j'avais su que vous alliez si mal, je vous aurais aidé, parce qu'on peut pas quitter le cabinet en n'ayant rien. Enfin, je me dis que vous devez être tellement mal et tellement au bout du rouleau. Et je m'étais dit, en fait, ça m'avait fait rigoler parce que je m'étais dit, pour elle, c'est une telle barrière parce qu'elle s'est tellement mis des freins à, ok, maintenant c'est ma vie et je la quitterai jamais, que renvoyer cette image, c'était trop violent pour elle et pour elle, ça voulait forcément dire dépression, mal-être. Et en fait, à cette époque-là, je m'étais vraiment sentie hyper bien d'annoncer ma décision. Justement, j'étais un peu euphorique. J'avais l'impression que c'était la liberté, et j'étais hyper heureuse. Enfin, je pense que c'était une des périodes même les plus heureuses de ma vie professionnelle, c'est le moment où j'ai démissionné. Et donc d'avoir cette femme qui
qui me renvoyait en miroir toutes ces peurs et tout ce mal-être en essayant de les positionner sur moi alors que c'était pas du tout le cas. J'avais trouvé que c'était assez symptomatique. C'était assez violent, mais c'était exactement ce que tu dis, écrit. Je pense qu'elle a eu tout le temps peur de sauter le pas et que du coup, elle l'a jamais fait. Et donc, il fallait que ce soit un truc négatif, forcément. Oui, et puis aussi dans le milieu des avocats, il y a beaucoup de débauches. Et donc, quand les gens démissionnent, il y a toujours un peu l'idée de ah, mais tu vas où après? Ouais. Tu vas chez le concurrent? Ouais. Moi, je sais que quand je suis partie, c'était le moment où est-ce qu'ils débauchaient tous les cabinets parce que KPMG se créait. Ouais. Et donc, c'était très marrant parce que moi, je disais, mais non, mais moi, je n'ai rien à voir avec ça. Ouais. Moi, je pars Et je veux pas du tout faire ça, ouais. Et quand t'es partie, tu leur as dit, toi, tu leur as dit pourquoi tu pars. Tu leur as dit que tu voulais plus être avocate. T'as dit quoi exactement? Oui, enfin, j'ai dit que ça me convenait plus, que je partais pas pour un autre cabinet, que je partais parce que j'avais besoin de faire un bilan, mais que moi, là, en tout cas, j'étais pas heureuse au quotidien et que je voulais changer de voie. Après, j'avais pas de voie précise ou de projet à leur donner. Parce que je voulais vraiment me poser pour y réfléchir, mais j'étais assez transparente sur le fait que oui, j'allais pas rester avocate et que c'était pour ça que je partais, quoi. Et ça, du coup, ça t'a pas fait peur? Parce que je sais que moi, à titre personnel, j'avais pas dit, j'avais juste dit que je faisais une pause. J'avais peur, en fait, de regretter et de me dire après, en fait, si je vais être avocate et, tu vois, de me donner la chance de revenir. Ouais. Donc, ça t'a pas fait peur de leur dire vraiment, je veux plus être avocate? Je vois ce que tu veux dire. Non, parce que pour le coup, c'était un petit cabinet, donc je me disais qu'au pire, si jamais j'avais envie d'être avocate, eh ben, je pourrais toujours être avocate perso, faire mon portefeuille client. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais quand même ce truc de me dire, ok, bon, si je veux revenir comme avocate, je peux. Je me fais au maître du barreau, mais je suis pas radiée, donc je peux toujours revenir à la profession. Mais en fait, au fond de soi, on sait très bien qu'on n'y reviendra pas, je pense. Oui, Dès le c'est clair. début. Mais oui, il y a toujours ce petit filet de sécurité. Mais je m'étais dit qu'au pire, il se dirait que c'était une passade et que voilà, j'avais dit ça parce que j'en avais marre et qu'en fait, ça n'avait pas d'impact sur la suite de ma carrière. Ça, c'est un conseil justement que je trouve qu'il serait bien de donner aux auditeurs, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne font pas de choix et qui ne se lancent pas parce qu'ils ont peur de garder en fait un peu leur situation. Et donc finalement, tu n'avances pas parce que si tu fais pas de choix et si tu te lances pas, tu peux pas tout avoir en fait. Et enfin, tu vois, le message que j'aimerais faire passer, c'est de se dire que finalement, quand on fait ce choix, en fait, on ne regrette jamais parce que on est tellement content de son choix. Donc, ça sert à rien de se ménager une petite réserve de sécurité parce que finalement, on n'en veut pas de cette réserve de sécurité. Ouais. Ah non, mais complètement. Enfin, c'est sûr que moi, par exemple, tu vois, j'ai fait le choix un peu bête, mais justement parce que j'avais peur de tout mettre de côté d'un coup, de me faire remettre 5 mois après, alors que j'aurais pu me faire remettre tout de suite. Au final, j'avais plus d'activité du tout et du coup, j'ai continué à payer des cotisations pendant 5 mois pour juste me dire si je veux revenir, la décision n'est pas encore passée, je peux faire un switch, mais c'était très bête parce qu'au final, je savais très bien que j'y reviendrais pas et effectivement, ça sert à rien de se garder ce filet de sécurité parce que je pense que quand on a le courage de faire ce choix, c'est que en fait, on est prêt et on va pas revenir en arrière, je pense. Est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir fait plus tôt finalement? Ben, c'est sûr que je me dis que si je devais tout refaire, peut-être que je ferais une école d'art en même temps ou après Sciences Po et que je partirais tout de suite dans une carrière créative. Après, je pense que la vie, elle est faite de plein de chemins et que c'est quand même hyper enrichissant d'avoir pu être avocat. Je pense que c'est un métier qui est quand même très formateur au début, qui donne un certain cadre d'organisation, de rigueur. Du coup, je suis hyper contente de l'avoir fait quand même parce que je me dis que ça me sert toujours dans ma vie. Déjà pour relire des contrats, voilà, avec différents prestataires, donc je sais les relire. Et puis je pense que ouais, ça donne un cadre, une espèce de sécurité où on sait comment s'organiser dans une journée de travail. Et du coup, je trouve que ça reste une bonne formation. Donc, je regrette pas. Peut-être que effectivement, je me dis que j'aurais pu le quitter plus tôt, parce que je pense qu'il y a eu 1 an où je savais un peu dans ma tête que ça allait pas le faire, mais je voulais pas l'accepter. Donc, il a fallu que mes proches me disent bon bah regarde en face, ça marche pas, donc maintenant accepte. Mais sinon, je suis contente. Je pense que c'est bien en fait d'avoir des chemins un peu comme ça divers. Il faut pas se dire je suis rentrée dans une voie
Et maintenant que j'y suis rentrée, c'est trop tard. Je peux plus trop revenir en arrière. Je trouve que c'est de plus en plus aujourd'hui, les parcours sont très variés. On peut faire quelque chose puis complètement autre chose. Et ça, c'est ce que je m'étais déjà dit quand j'avais fait mon Erasmus en Angleterre, parce que j'avais fait un Erasmus là-bas. C'est que dans les pays anglo-saxons, ils font des études d'archi et ils deviennent médecins ou ils font des études de droit et finalement ils deviennent profs d'histoire. Enfin, ils sont des parcours hyper variés en fait. Et les études, c'est plus une formation de l'esprit que vraiment un carcan dans lequel on rentre. Et je trouve qu'en France, c'est dommage parce qu'on a vraiment ce truc de t'as choisi le droit et c'est parti pour 10 ans de ta vie. Et c'est dommage parce que c'est pas forcément pour ça. Enfin, moi, je connais plein d'étudiants en droit qui ont juste envie d'avoir une bonne formation, mais qui sont pas faits pour les métiers du droit, en fait. Et je trouve ça bête qu'on n'ait pas cette flexibilité déjà dans les études. Oui, c'est vrai. Puis en plus, après, il y a pas mal de réactions et de jugements de «Ah, t'as fait des longues études, tu t'arrêtes si vite». Mm. Mais bon, justement, hein, les études, ça a déjà duré pas mal de temps. Ouais. On peut changer rapidement après. Mais bon, il y a un petit côté «Ah, comme t'as fait des longues études, faut qu'après, ça dure longtemps aussi pour rentabiliser». Mais Oui. enfin, du coup, ça fait double peine un peu, je trouve. Ouais. Et puis après, il y a t'as rentabilisé pendant 10 ans, mais ensuite, t'as pris un prêt pour ta maison et tu t'es endetté pour devenir associé. Et en fait, c'est sans fin. Donc, c'est clairement au début, je pense qu'il faut claquer la porte. Sinon, ça devient de plus en plus difficile, je pense. Et alors, donc tu démissionnes, tu es chez toi, tu fais tes petites activités, Ouais. tu fais toujours tes couronnes. Comment tu te dis, je vais lancer ma marque? Comment tu passes de je fais des petites créations à je vais créer une marque? Petit à petit, en fait, mon entourage m'a demandé des créations pour des occasions un peu plus officielles. Donc, j'ai fait le mariage d'une copine, j'ai fait la couronne d'une autre qui se fiançait. Enfin, petit à petit, voilà, ça s'est créé un peu comme ça. Et puis, je restais un peu, je pense, dans mon petit cercle fermé. Et c'est mon copain qui m'a dit, sors du building, va voir des gens à qui tu n'as jamais parlé du projet et qui vont te dire concrètement, oui, c'est un super projet ou non, et qui n'ont pas ce regard amical sur toi. Et du coup, j'ai commencé à écrire aux grands magasins, notamment aux galeries Haussmann et au Bon Marché. Et très vite, en fait, j'ai eu 2 opportunités dans ces grands magasins. Donc, le répondant a été oui tout de suite. Et du coup, ça m'a vraiment poussée dans mes retranchements. Je me suis dit, bon, maintenant, j'ai plus le choix. En fait, j'ai dit que j'avais une société, donc il faut que je la crée. Donc, j'avais démarché avant même d'avoir juridiquement créé ma société. Je travaillais un peu comme ça à titre personnel. Et donc, ça m'a poussée à la créer du jour au lendemain. Je suis allée au greffe, j'ai tout déclaré et dans la journée, c'était plié quasiment. Et c'est ça qui m'a fait vraiment fonder officiellement la marque. Tu démarches Galerie Lafayette. Quel conseil tu donnerais pour quoi leur dire et puis comment trouver les contacts? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des contacts avant, parce que moi, j'en avais pas. On m'a souvent dit, ah, mais tu devais avoir un contact d'acheteur au Bon Marché, ou pas du tout. Donc, faut vraiment pas faut pas se dire, parce que j'en ai pas, ça marchera pas, et moi, je connais personne et je vais pas y arriver. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. C'est juste, il faut vraiment aller les chercher, les contacts. Donc, par exemple, j'avais appelé le standard du Bon Marché pour avoir les adresses mail des acheteurs qui s'occupaient des départements qui seraient intéressés par mon projet. Pareil pour les galeries, j'ai passé des heures sur LinkedIn à essayer de chercher le nom des acheteurs qui pourraient être intéressés. Et puis j'ai envoyé plein de mails et il y en a quelques-uns qui ont répondu, il y en a plein qui n'ont pas répondu. Mais du coup, quand on creuse et quand on y passe du temps, on trouve forcément des interlocuteurs. Et j'avais tout simplement dit, voilà ce que je fais avec quelques photos. Je pense que je pourrais avoir une place dans une de vos expositions. Qu'en pensez-vous? Un peu comme une bouteille qu'on jette à la mer, mais je pense qu'il faut pas se restreindre, il faut pas hésiter, il faut vraiment oser, parce que si on parle pas de ce qu'on fait, les gens peuvent pas deviner. Et puis s'ils sont pas intéressés, ils sont pas intéressés. Mais en tout cas, il y a toujours des gens que ça peut intéresser. Et la preuve, ça a intéressé 2 acheteurs, donc il faut pas hésiter, je pense. Et là, comment ça se passe une fois qu'ils te disent oui? Ils te commandent une certaine quantité ou enfin comment ça se passe? Là, c'était sous forme d'un pop-up, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui venais animer l'espace. Donc, j'avais un espace de vente à disposition. Je gérais mon stock, donc c'était à moi d'amener. Il n'y avait pas d'achat de leur part. Par contre, toutes les ventes étaient du coup attitrées à mon stand. Donc, c'était mon chiffre d'affaires sur mon stand. Et eux, ils prenaient une commission sur les ventes
voilà, comme beaucoup d'espace dans les grands magasins, mais du coup, ça me permettait d'avoir pas mal de souplesse parce que j'avais pas 20 000 pièces à produire pour la semaine prochaine. Et j'ai pu gérer comme ça mon stock au fur et à mesure, faire grossir mes collections. Ça a été vraiment un peu mon premier point de vente et mon premier contact avec une clientèle qui n'était pas une clientèle de proches, d'entourage et qui était voilà, des gens qui passaient comme ça dans le grand magasin et qui ont bien aimé ce que je faisais et qui ont eu envie de me l'acheter. Et justement, c'est une de mes questions. Comment tu fais quand tu fais tes créations comme ça et que les ventes grossissent? À quel moment tu te dis, bah, en fait, je vais plus pouvoir faire toute seule? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, en fait, c'est vrai qu'au début, c'est hyper dur parce que t'as pas les moyens de payer des employés, donc je faisais vraiment tout toute seule. Du coup, bah, je pense que pendant 3-4 mois, j'ai travaillé vraiment du lundi au dimanche non-stop, de 8 heures à 20 heures minimum, et le soir en rentrant chez moi, à faire encore plein de trucs. Parce que les grands magasins, par exemple, c'est ouvert tout le temps, donc il n'y avait pas de jour de pause où je pouvais me dire, ok, bah, ce jour-là, je prépare le reste de la semaine. C'était sans cesse. Et du coup, bah, très rapidement, je me suis dit, je vais pas réussir à le gérer toute seule. Donc, j'ai pris un stagiaire pour m'aider. Et puis, très vite, j'ai recruté une fabricante en freelance au début pour m'aider aussi et pour pouvoir, moi, avoir un peu plus de temps pour commencer à gérer un peu tout ça. Parce qu'on peut pas être au four et au moulin. Si on fait, on peut pas gérer et superviser. Donc, mais ça vient très vite. Ça se met en place, en fait, par la force des choses. Comment t'as fait du coup? T'as délégué plutôt la création et toi tu restais au pop-up? Comment t'as décidé de faire? Alors moi, pour le coup, j'ai toujours voulu garder la partie création, donc tout ce qui est nouvelle collection et tout, ça a toujours été moi depuis le début qui l'ai fait. Mais ce que j'ai délégué, c'était plutôt la vente, donc vraiment voilà, le côté commercial auprès des clients, essayer de vendre les produits. Et le côté production, une fois qu'on a une pièce qui est déterminée, qui est sortie en collection, la reproduire X fois pour la vendre, c'est ça que j'ai délégué en premier. Et ça t'a pas fait peur d'expliquer à quelqu'un comment tu faisais tes créations? Tu sais, on a toujours peur après qu'on nous copie. Mm. Comment ça s'est passé pour toi, ça, le fait de former quelqu'un finalement à tes créations? Si, c'est vrai que c'est un peu une des premières peurs qu'on a quand on monte une boîte. Mais pour le coup, mon copain, il baigne vraiment dans un milieu d'entrepreneurs. Et en fait, il se moquait tellement de moi quand je disais ça. Il disait, mais c'est le truc le plus con qu'on puisse dire. Un entrepreneur qui réussit te dira, parle de ton idée à tout le monde. Et c'est les gens qui réussissent pas qui pensent comme ça. Donc, je m'étais dit, bon, ok, c'est vraiment tellement stupide ce que je dis que je vais pas mettre cette barrière-là. Et je pense qu'au final, oui, il a raison. Il y a une différence entre parler d'un projet, sauf si c'est vraiment une idée tech et que du coup, il y en a qu'un qui doit l'avoir et c'est lui qui va bouffer le marché. Mais si c'est un truc créatif, il y a une différence entre parler du projet et vraiment sauter le pas. Donc, je pense que les gens, ils sont loin derrière, en fait, s'ils n'ont pas déjà sauté le pas. Donc, on a quand même une grosse marge d'avance. Après, c'est vrai que ça peut toujours arriver. Enfin, moi, là, aujourd'hui, je me suis fait beaucoup copier. Après 4 ans de boîte, on a eu pas mal de petites copies, mais j'ai toujours été devant et du coup, c'est pas grave. C'est pas grave, finalement, faut l'accepter, cette copie. Ce qui est important, c'est d'être sûr de son produit et d'y aller à fond. Et du coup, on est toujours une petite longueur d'avance. Et ça n'a pas été un peu frustrant finalement parce que tu sais, dans l'idée, bah, quand tu crées, bah, en fait, tu as envie de créer et d'être tout le temps dans le milieu un peu artistique. Mm. Et puis, bah, finalement, quand tu montes une entreprise, surtout quand ça grossit, bah, tu te retrouves à faire d'être chef d'entreprise, en fait, beaucoup de Mm. gestion. T'as pas été frustré, ça, justement, d'être moins finalement dans le côté créatif? En fait, je trouve que c'est un certain équilibre. Je dirais qu'au global, justement, c'est ça que j'aime avec l'entrepreneuriat, c'est que j'ai pu lier à la fois ce côté très créatif que j'avais, mais en même temps le côté hyper dynamique. Ok, je vais monter tel OP, je vais mettre tout mon dynamisme dedans et un peu touche à tout, parce que j'aime bien ça, voilà, les journées qui se ressemblent pas, faire un peu de tout. Mais il y a eu, donc ça c'est la vision globale, mais après la vision concrète, c'est qu'il y a eu des étapes de l'entreprise où vraiment j'avais l'impression de faire que de l'opérationnel avant de recruter un directeur des OP, que de la finance avant de m'accompagner d'un associé qui faisait de la finance. Et là, c'était des moments un peu difficiles à passer, c'est des petits caps où effectivement, finalement, c'est pas ce qu'on a envie de faire tous les jours. Et du coup, c'est dur parce qu'on est obligé de les faire. Comme on est chef d'entreprise, il n'y a personne d'autre pour les faire.
Mais il faut se dire que c'est des petites montagnes à passer et petit à petit, on les passe. Et à chaque fois, ce qui est difficile, c'est qu'il y a une nouvelle montagne à passer. Maintenant, c'est le management de 20 personnes, les RH. Il y a toujours des nouveaux sujets qui viennent se rajouter et qui prennent beaucoup de temps. Mais je pense que petit à petit, on arrive quand même à construire un rythme de croisière où on trouve son équilibre. C'est l'avantage aussi de monter sa boîte, c'est que tu crées ton quotidien en fait. Si ça te plaît pas, c'est toi qui as le pouvoir de dire ok, moi j'ai pas du tout envie de faire de la finance toute la journée et il y a quelqu'un qui va faire ça dans ma boîte pour moi et moi je vais faire que de la créa et ça prend du temps de se mettre en place mais tout est faisable. C'est hyper malléable en fait, c'est ça qui est agréable. T'as un associé du coup aujourd'hui? Comment t'es... Ouais, alors j'ai vraiment monté toute seule la boîte et là j'ai un associé depuis janvier de cette année, donc c'est assez nouveau. C'était vraiment une volonté de ma part parce que pour le coup, ça fait vraiment partie des choses, je pense, que moi je regrette un peu dans mon parcours d'avoir monté ce projet toute seule. C'était pas une volonté en fait, je voulais vraiment pas être solo founder, mais il y avait personne qui avait dans mon entourage ni les dispos, ni l'opportunité, ni l'envie de monter cette boîte avec moi à ce moment-là. Et puis c'était un projet qui était très personnel au début, donc j'ai pas trouvé quelqu'un pour m'accompagner dans cette aventure, mais je pense que c'est bien de construire un projet avec d'autres personnes, de pouvoir échanger dès le début, d'avoir une vision qui se construit à plusieurs. Et je pense que c'est difficile en termes d'énergie physique, de charge mentale, de porter un projet entrepreneurial seul pendant des années. Donc aujourd'hui, je suis hyper contente justement d'avoir cet associé et de pouvoir avoir une répartition des missions qui est un peu plus claire et moi de pouvoir me concentrer sur les domaines qui me plaisent plus. Et t'as pas eu peur du coup de te sentir un peu dépossédée? Parce que c'est souvent un peu la crainte finalement. Bah oui, c'est vrai que ça fait peur. Quand c'est surtout un bébé qu'on a porté pendant 3 ans, ça restera toute la vie mon bébé. Je l'ai construit, je l'ai façonné, mais en même temps, c'est hyper enthousiasmant aussi de se dire que il y a un moment on atteint ses limites dans certains domaines, c'est normal et du coup c'est chouette de se dire qu'il y a quelqu'un on a réussi à construire quelque chose que quelqu'un a envie de rejoindre. Déjà, c'est hyper valorisant parce que ça veut dire que c'était pas pour rien et que c'est un projet qui fait rêver d'autres gens. Et puis de se dire que grâce à cette personne, on va pouvoir l'emmener encore plus loin et faire des choses qu'on n'aurait pas réussi à faire tout seul, c'est aussi hyper enthousiasmant. Donc moi, je le vois plus comme on ne me dépossédera pas de la créa et de ce que j'ai déjà fait parce que je l'ai fait toute seule et personne ne peut ne pas le reconnaître. Mais par contre, ce que la personne va apporter, c'est sûrement des choses que moi, j'aurais pas pu apporter à ma boîte. Donc, je suis au contraire hyper contente de me dire qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir donner d'autres chances à l'entreprise que j'aurais pas pu lui donner. Et je voulais te demander, tu as vraiment un univers à travers ta marque, les couronnes de victoire, c'est très poétique, très romantique. Comment tu as fait, parce que tu n'avais pas de formation dans tout ce qui est graphisme, visuel, branding un peu, comment tu as fait pour construire cette image de marque? C'est vraiment quelque chose qui se construit avec le temps parce que aujourd'hui quand je vois mes premiers visuels, franchement, ils me font horreur. Et quand je regarde les photos de mes premières couronnes, mon mec, c'est le premier à me dire « Oh là là, t'as vachement progressé. Au début, c'était pas top du tout, mais enfin, à notre échelle, ça nous paraissait bien déjà. » Mais j'ai l'impression que, il y a forcément beaucoup de progression, comme dans tout métier, quand on fait quelque chose au quotidien, un peu tout le temps. Ça progresse. Je pense que j'avais cet univers que je voulais retransmettre, qui était mon univers, voilà, la poésie, les fleurs. Donc ça, j'avais cette patte un peu, mais après la manière de le présenter, j'avais pas du tout la formation et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai construit au fur et à mesure du temps. Et si tu remontes au compte Instagram en 2017, ce sera pas aussi joli qu'aujourd'hui. Donc, faut vraiment pas se dire j'ai pas la formation et du coup je saurais pas comment le prendre. Il faut juste le faire et puis en faisant, on fait de mieux en mieux et chaque jour on fait un peu mieux et puis on s'entoure de personnes qui savent mieux faire et qui nous conseillent et du coup ça se construit comme ça tout seul en fait. Oui, c'est vrai que je pense que c'est un bon conseil parce que il faut aussi se dire que quand on se lance, parce qu'au début, je pense qu'on veut tout faire parfait. Enfin, souvent, les auditeurs ont peur de se lancer parce qu'ils disent, bon, ce n'est pas parfait encore, je ne sais pas faire. Mais je pense qu'il faut se dire aussi qu'au tout début, finalement, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, même si c'est imparfait, il y aura
peu de monde qui vont le voir et enfin, finalement, il faut se lancer parce que c'est en faisant qu'on apprend. Oui. Et bah, au moment où il y aura beaucoup de monde, bah, ça sera parfait parce que finalement, ça fera un moment qu'on s'entraîne à. Donc, je pense qu'il faut un peu se déculpabiliser en se disant, enfin, ouais, lever un peu ses barrières en se disant, bah, finalement, au début, il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ce qu'on fait, donc c'est pas grave si c'est pas. Mm. Et puis, pas se comparer à des marques qui sont là depuis des années aussi. Oui, je pense que c'est bien d'être drivé par des images de marque en se disant ah là là, j'aimerais trop un jour réussir à faire ça. Mais il faut pas se décourager en se disant j'y arrive pas tout de suite. C'est des marques qui existent depuis des années, qui ont une équipe, qui réfléchissent à plusieurs cerveaux, notamment sur le marketing, sur la présentation visuelle, la direction artistique et tout ça. Et du coup, on peut pas l'avoir en une seconde. Mais ça vient et oui, il faut pas se décourager. Et c'est difficile, je pense, quand on a fait des métiers un peu exigeants avant parce qu'on était dans la recherche de la perfection, donc on a envie de continuer à être excellent dans son métier. Et ça, c'est aussi une des grandes leçons de la reconversion, c'est que on réapprend tout en fait. Donc, faut accepter de pas être excellent dès le début. Mais je pense que quand on le fait avec passion et avec cœur, on progresse beaucoup plus vite. Donc, faut juste se dire que ça va venir et qu'il faut pas se décourager. Oui, parce qu'aussi, en fait, on a fait des études, après on a fait son premier métier, et en fait, on s'attend à ce que quand on change de métier, on soit au même niveau. Mm. Sauf que le premier métier, ça nous a pris peut-être 10 ans, quoi, entre les études. Et donc, je C'est pense ça. qu'il faut aussi voir la reconversion en se disant, bah, finalement, c'est comme si on reprenait des études. Enfin, on apprend, on se forme tout seul, mais finalement, il faut aussi se dire qu'il y a un petit temps Mm. de formation et que c'est normal, on peut pas tout de suite atteindre le même niveau de là où on est parti, en fait. Ouais, complètement. Mais c'est ça qui est sympa aussi, c'est de se dire que toute la vie, on peut réapprendre des nouvelles choses, se réinventer. Ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est hyper enthousiasmant de pouvoir apprendre quelque chose de complètement nouveau, je trouve. Et rien à voir, mais donc ta marque est présente dans pas mal d'endroits. Mm. Donc tu as les Galeries Lafayette, c'est même présent partout dans le monde. Enfin, il y a plusieurs endroits du monde. Et tu t'associes souvent à des créateurs de robes de mariée où tu mets un peu tes Ouais. couronnes, tes accessoires. Je voulais te poser la question, comment tu gères ça pour trouver des personnes et pour être sûr que ces personnes, ces créateurs vont mettre en avant tes créations? Mm. Parce que tu sais, quand on met ses créations chez quelqu'un d'autre, on n'est pas là pour vérifier qu'elles sont bien placées, que la personne fait bien la promo. Ouais. Comment tu fais pour être sûr que ça se passe bien? En général, c'est des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs occasions avant, avec qui j'ai créé un vrai lien. Donc, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la confiance où je sais que on s'est compris, que leur univers me plaît et mon univers leur plaît. Et du coup, il y a un match qui fait qu'elles vont prendre soin de mes créations. Donc, en général, c'est ça. Après, plus tu t'étends et plus il faut un peu fermer les yeux. On a de plus en plus de revendeurs. Aujourd'hui, j'ai deux filles qui travaillent pour le BizDev, qui développent la marque à l'étranger. Et forcément, plus on multiplie les revendeurs et moins on est sûr que c'est présenté de la manière qu'on veut. Mais je pense qu'il faut mettre un certain cadre, mais aussi accepter que les gens vont pas le vendre exactement comme soit on l'aurait vendu. Tant que l'image de la marque et que la qualité, elle reste là, je pense que c'est pas très grave. Mais au début, c'est vrai que c'est hyper difficile de laisser voir des créations partir et de pas savoir comment elles vont être vendues à des clients ou présentées. Moi, au début, même sur la vente, j'avais vraiment du mal à laisser d'autres gens vendre mes produits. Ça a été un gros truc. J'avais besoin de voir les clients, de leur parler de ma marque, de mes produits et de savoir que d'autres gens allaient les présenter un peu différemment. Ça me faisait bizarre. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on avance, sinon on passe jamais l'étape supérieure. Oui, c'est le lâcher prise finalement. Ouais, exactement. Et est-ce que tu conseilles de s'associer comme ça avec des revendeurs plutôt que d'avoir sa propre boutique? Moi, c'est ce que j'avais fait comme choix parce que je trouve que c'est moins risqué financièrement. La boutique, je l'ai eu au bout de... En fait, j'ai eu un showroom sur rendez-vous rapidement au bout d'un an. Mais c'était mon showroom, mon bureau, enfin tout en même temps. Et la boutique, vraiment, la grande boutique ouverte sur rue, je l'ai eu au bout de 3 ans. Donc, je l'ai pas eu tout de suite. Et c'était, je trouve, plus facile et plus sécurisant d'avoir des partenariats où finalement on met pas trop d'argent dans un loyer de boutique et on s'engage pas trop. Après,
enfin, tous les chemins sont possibles. Si on a un peu d'argent à investir et qu'on veut lancer une boutique tout de suite, c'est très bien aussi, hein. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Disons que je trouve qu'en n'ayant pas de capital à investir, c'est plus sécurisant de commencer à travailler avec des revendeurs. Ouais. Oui, et puis ça permet aussi de bénéficier de leurs clients finalement. Ouais. Tu te fais connaître. Oui, c'est un échange de visibilité. Mm. Et puis dans chaque milieu, par exemple le milieu du mariage, ça reste un petit milieu, donc les créateurs se connaissent un peu tous entre eux, plus ou moins, mais en tout cas on sait qui est qui. Du coup c'est un cercle vertueux. On est de plus en plus connus par des futurs mariés, donc c'est bien de faire ces échanges de visibilité là. Alors, quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui veut se lancer dans la création de bijoux, puisqu'on sait que c'est un milieu quand même qui est... Je parle bijoux, même si toi, Ouais. c'est couronne, voilà. Dans les bijoux, puisque tu fais aussi des boucles d'oreilles. Oui. Quel conseil tu donnerais, parce que c'est un milieu qui est très compétitif, pour se démarquer, trouver ses premiers clients? Bah, je pense qu'en tout cas, il faut pas essayer de reproduire un modèle. Il faut essayer d'avoir sa patte à soi et quelque chose qui nous ressemble pour se démarquer justement. Il y a des marques qui sont assez connues. Je pense à, je sais pas, Louis et Tu. Ils se sont fait copier plein de fois et en fait, du coup, toutes ces petites marques qui copient Louis et Tu, enfin, c'est pas comme ça. Je trouve qu'on peut sortir du lot. Ou alors ça prend un peu plus de temps, ou alors une grosse expérience marketing qui fait qu'on va tout de suite sortir du lot. Mais sinon, je pense qu'il faut juste se dire qu'on développe son style et que petit à petit on trouve sa patte, trouver les revendeurs qui vont vraiment promouvoir un peu cet univers-là, peut-être trouver les bons revendeurs et puis beaucoup miser, je pense, sur Instagram parce que moi c'est ça qui a vraiment fait décoller la boîte, c'est Instagram. C'est la communauté, vraiment créer une communauté de filles qui sont engagées autour du produit parce que justement elles sentent que c'est pas c'est pas un duplicata des pièces qu'on a fait venir de Chine, qu'on a juste collé entre elles et qu'on revend 5 fois le prix. C'est quelque chose qu'on a fait avec le cœur, donc du coup ça plaît. C'est un univers qui plaît à une communauté et après cette communauté va passer le mot et vraiment capitaliser sur ça, je pense. Oui, et au début, tu as fait des partenariats aussi avec... Enfin, moi, c'est comme ça que je t'ai Oui. connue, parce que tu avais fait un partenariat avec Lily Love Fashion. Ça, c'est quelque chose que tu conseilles aussi? Oui, pour le coup, les influenceuses, c'est un gros pouvoir sur Instagram de visibilité. Donc, c'est génial de pouvoir travailler avec des influenceuses. Et ce qui est super, c'est de pouvoir avoir des influenceuses un peu ambassadrices. Typiquement, Lily, ça fait longtemps que je la connais. Elle a commencé à porter des pièces, puis ensuite, elle s'est mariée. Donc, je lui avais fait des pièces pour son mariage. Et puis là, du coup, elle a besoin de pièces pour le quotidien. Donc, je continue à travailler avec elle. Et c'est chouette d'avoir des influenceuses qui aiment vraiment la marque, qui la connaissent depuis un moment et qui petit à petit vont vraiment s'approprier le produit et qui le vendent aussi avec passion à leur communauté. Et je pense que la communauté sent que c'est pas un placement de produit rémunéré, c'est vraiment quelque chose qu'elles ont envie de mettre en avant. Et surtout quand c'est de la création artisanale française, ça touche beaucoup de gens. Donc c'est bien de pouvoir travailler avec des influenceuses et d'utiliser ce canal-là. Quels sont tes projets pour les couronnes de victoire, ta vision? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors du coup, on a traversé une année compliquée, comme tous les entrepreneurs, je pense cette année, quand même le Covid, c'était pas facile, notamment dans le secteur du mariage. Donc là, on mise sur une très belle année 2021. Donc j'ai plein de projets pour les couronnes, notamment continuer l'expansion aux États-Unis. On a beaucoup travaillé sur le marché américain. On est rentré chez Anthropologie, qui est un gros groupe avec une filiale mariage. Donc c'est super, ça nous donne une belle visibilité et j'ai vraiment envie qu'on se lance sur le marché américain. Continuer à lancer des boutiques, des revendeurs un peu partout dans le monde. Et puis, du coup, cette année nous a fait réfléchir aussi sur le business du mariage. Et donc, j'ai lancé une deuxième marque. Je ne sais pas si tu as eu l'opportunité de suivre sur Instagram, qui s'appelle Victoire Studio Paris, qui est dans la même ligne que les couronnes de Victoire, mais qui est exclusivement du bijou, justement. On a fait mouler nos propres fleurs, en fait, à partir de nos fleurs stabilisées et on les a fait mouler dans du métal et on les a assemblées pour faire des bijoux qu'on porte un peu plus au quotidien avec un axe un peu moins mariage. Et du coup, l'idée, c'est de développer aussi cet axe un peu moins mariage parce que je pense qu'on peut tout à fait porter des fleurs et avoir envie de bijoux fleuris un peu pour le quotidien. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai très envie. Et du coup, voilà, on essaie de lancer un peu
ces 2 projets de front pour 2021. Ah oui, non, j'avais pas du tout vu pour les Ouais. bijoux. C'est déjà sorti? Oui, c'est sorti il y a un mois, c'est tout nouveau, donc c'est vraiment, c'était la nouveauté de l'année 2020. On s'est bien posé pendant ces périodes de confinement et on a essayé de réfléchir à comment on pouvait recréer aussi quelque chose hors mariage et du coup, on a sorti ça. Donc je te laisserai aller découvrir par Oui, j'ai vidéo. hâte. Et aussi, j'ai vu que vous faisiez des ateliers do it Mmh. yourself. Ça, c'est aussi un axe que tu aimerais développer? Oui, pour le coup, c'est vrai que c'est très sympa. On en reçoit alors c'est essentiellement pour des EVJF. On a beaucoup, Ouais. beaucoup de VJF, mais c'est chouette parce que déjà, c'est un moment convivial qui est passé avec les clients, donc on crée un vrai lien. C'est pas juste une cliente qui a acheté sur internet et qu'on n'a jamais vue. On a 2 heures passées avec elle et puis c'est des groupes et ça propage vraiment, l'image de la marque, d'une manière, hyper conviviale, hyper festive, donc c'est quelque chose qu'on veut continuer à développer. Et si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais pour gagner un peu de temps? Pour gagner du temps, je pense, un peu ce que je te disais tout à l'heure de pas forcément enfin, de surtout pas s'isoler, de vraiment essayer de s'entourer, si on n'a pas d'associé, c'est pas grave, on peut quand même lancer son projet évidemment. Je l'ai fait, il y a plein de gens qui le font, mais en tout cas d'avoir un réseau hyper solide et peut-être que ce que j'ai pas trop fait au début et qu'aujourd'hui je me force à faire, mais qui m'aurait fait gagner du temps, c'est justement de rencontrer un maximum de gens dans le réseau entrepreneur, de faire des déjeuners, des cafés et de partager l'expérience de plein de gens parce qu'en fait on a plein de choses à s'apprendre et surtout il y a contrairement au milieu des avocats, je trouve que c'est un écosystème qui est très très bienveillant parce qu'on a réussi comme entrepreneur, on a vraiment envie d'aider les autres. Il n'y a pas du tout ce côté revanchard, j'en ai bavé et donc tu vas en baver aussi. Pas du tout. Justement, enfin moi, on m'a tendu plein de fois la main et aujourd'hui, si on me sollicite pour des conseils, je suis très contente de pouvoir échanger avec des gens qui se lancent. Et je trouve que ça, c'est quelque chose dont il ne faut pas se priver. Surtout quand c'est des domaines qu'on maîtrise moins bien. Moi, par exemple, le marketing, j'y connaissais rien et du coup, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont donné des super bons conseils. Et du coup, voilà, faut pas hésiter à multiplier les rencontres avec des entrepreneurs, je pense. Oui, je trouve que enfin, ma vision du milieu des entrepreneurs, c'est très constructif. En fait, j'ai l'impression que tout le monde a envie que les projets des autres naissent et Mm. grandissent. Il y a un côté hyper positif, ouais. Oui, 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 complètement, parce que je pense que tous les gens qui sont entrepreneurs, ils font ça par passion. Il y a personne qui devient entrepreneur par défaut et qui se retrouve dans cette vie-là sans trop savoir ce qu'il fait là. Donc forcément, c'est des gens passionnés qui ont envie que les choses avancent. Et je pense que même quand on est dans le même domaine, enfin, il y a de la place pour tout le monde en fait. Si chacun est créatif et dans sa zone, enfin, on a envie d'aider tous les gens qui ont envie de lancer leur projet, je trouve. Tu es heureuse aujourd'hui? Pour toi, le pari est réussi par rapport à ce que tu as quitté et comment tu es maintenant? Oui, alors moi, pour rien au monde, je reviendrai au métier d'avocat. C'est sûr que j'ai fait le bon choix et quand ma mère me demande des fois, tu regrettes ton choix? Des fois, je dis: «Ah non, surtout pas, jamais de la vie». Après, c'est challenging, hein, c'est pas des reconversions faciles. Donc, il y a des moments difficiles au quotidien, des moments de doute. Donc forcément, on va dire sur l'image globale, oui, je suis hyper heureuse et je suis très très épanouie dans mon quotidien. Mais il faut pas voir ça aussi comme voilà, c'est pas le paradis. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Donc, il faut aussi avoir conscience des challenges et se dire qu'à chaque nouveau challenge, on grandit un peu plus et qu'on a des nouvelles étapes qui vont arriver. Et il faut rester hyper positif. Et une année comme celle-ci nous le dit encore plus. Voilà, c'est une année, je pense que les entrepreneurs ont pris beaucoup de claques dans beaucoup de domaines. Donc, c'était pas facile. Mais en même temps, si on reste debout et qu'on continue à s'enthousiasmer et à y croire, ça va forcément bien se passer. Donc voilà, il faut continuer à rester positif. Oui, ça pousse finalement à te dépasser parce que, tu vois, du coup, vous avez créé des bijoux. Oui, Finalement, c'est aussi saisir chaque occasion comme une opportunité de faire encore mieux, en fait. c'est ça. Pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment un but à atteindre, c'est plus un chemin
à aimer chaque jour. Il faut aimer le challenge, il faut aimer relever les manches, mettre les mains dans le cambouis, aller hors de sa zone de confort tout le temps et en même temps aimer apprendre. C'est ça en fait qui est sympa dans l'entrepreneuriat, je trouve. Alors la dernière question, c'est toujours la question que je pose aux invités. C'est quoi pour toi une reconversion réussie ? C'est une reconversion qui est choisie déjà, je pense. Donc c'est une reconversion qu'on a fait avec l'intime conviction que c'était le meilleur choix pour soi. Et c'est une reconversion qui est pleinement assumée. Je pense qu'il faut se lancer à fond. Et quand on fait les choses avec cœur, avec passion, avec enthousiasme, il n'y a que des choses positives qui en découlent. Et peut-être que c'est pas exactement ce qu'on s'était imaginé. Voilà, on a une idée très précise en tête parfois en se reconvertissant, mais en fait on change un petit peu de cap. Mais ça c'est pas grave, en fait pour moi c'est pas du tout un échec. Au contraire, c'est de se dire qu'il y a eu ce chemin et qu'on a fini par en faire quelque chose de positif. Et ça pour moi c'est ça la reconversion réussie. C'est un super message parce que c'est vrai que je pense qu'une reconversion est un chemin et en fait, il faut saisir toutes les opportunités qui se présentent dans le chemin parce que c'est ça qui va nous permettre finalement d'arriver au bon endroit. Exactement. L'endroit où on se sent confortable, à l'aise avec ses choix et heureux dans sa vie, c'est la meilleure reconversion possible. Merci beaucoup Laurent, franchement j'ai été ravie de te recevoir, je suis une grande fan de ta marque, donc j'étais contente de mettre un visage derrière et d'en savoir un peu plus, donc merci beaucoup. Merci à toi, c'était avec grand plaisir ce podcast et je te souhaite plein d'autres podcasts aussi enrichissants parce que je trouve ça super de pouvoir aider les gens dans leur reconversion et si les gens que tu interviews, ça peut pousser des gens à sauter le pas, je trouve ça génial. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Ensuite, c'était le dernier épisode avant les vacances de Noël. Je vous retrouve maintenant le 11 janvier 2021 avec un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite de belles réflexions. Les vacances de Noël ayant été pour beaucoup d'invités, le déclic pour démissionner début janvier. Si vous souhaitez retrouver ma formation pour créer votre boutique en ligne, rendez-vous sur www.clairvirose.podia.com. Si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, n'hésitez pas à le faire sur Instagram ou YouTube sur le pseudo Clairvirose. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à le partager sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet de donner le plus de visibilité à ce podcast et d'aider un plus grand nombre.